We'll move on with our second lecture. It's my pleasure to introduce Professor Suhail Dahmani. Dr. Dahmani is the head of the Department of Anesthesia and Intensive Care at Robert Debré Teaching Hospital in Paris. He is affiliated to Paris Cité University. His main topic of research are neurocognitive effects of anesthesia in pediatrics, postoperative pain management, hemodynamics in children and infants, and quality and management in pediatric anesthesia. Dr. Dahmani, the floor is yours. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le professeur Sohaib Dahmani. Donc, je travaille au département d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et c'est vraiment un honneur pour moi de vous présenter les complications respiratoires périopératoires chez l'enfant au cours de l'anesthésie pédiatrique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, les complications respiratoires surviennent essentiellement chez l'enfant en période périopératoire à l'induction et au réveil et sont représentées essentiellement par le laryngospasme et le bronchospasme, en sachant que le laryngospasme est le plus fréquent et probablement le plus anxiogène pour les anesthésistes réanimateurs qui s'occupent d'enfants. Je vous rappelle en outre que les complications respiratoires sont de l'ordre de 3% et que 75% des arrêts cardiaques sont d'origine hypoxique chez l'enfant en période périopératoire. Alors, les facteurs de risque de ces complications sont multiples. En premier lieu, il y a les infections des voies aériennes supérieures dans les 2 semaines précédant l'intervention, l'expérience de l'anesthésiste réanimateur, l'âge de l'enfant, le tabagisme passif, les antécédents d'allergie et comme vous voyez, il y a certains autres facteurs de risque qui sont multiples. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte et à manager pour justement la prévention de ces complications respiratoires. Alors on va commencer par les infections des voies aériennes supérieures. Vous voyez au travers cette revue de la littérature que on multiplie quasiment par 10 la fréquence des complications respiratoires en situation où les enfants ont une infection des voies aériennes supérieures. Et en règle générale, la présence d'une infection des voies aériennes supérieures, quelle que soit la symptomatologie, qu'elle soit une rhinorrhée claire, une rhinorrhée purulente, une toux sèche ou une toux grasse, expose à une complication respiratoire quand le symptôme est présent au moment de l'anesthésie et à une complication respiratoire quand le symptôme est présent dans les 15 jours précédents, sauf pour la rhinorrhée claire où on considère que une fois qu'on n'a plus cette rhinorrhée claire, eh bien, l'enfant n'est plus à risque de complications respiratoires. Donc, pour le management ou comment gérer l'anesthésie au cours des infections ouvariennes supérieures, bah, la littérature nous renseigne assez bien sur cet algorithme. Si on a une infection des voies aériennes supérieures dans les 15 jours précédents, soit il y a une intervention urgente et à ce moment-là, il faut faire l'intervention avec des mesures préventives que je vais vous détailler ensuite, soit ce n'est pas urgent et à ce moment-là, en fonction de l'importance des signes, on va décider. Soit les signes sont relativement légers, à savoir qu'il y a juste une toux sèche ou juste une rhinorrhée claire et à ce moment-là, on fait l'anesthésie. Soit les signes sont importants et à ce moment-là, on va décaler l'intervention de 15 jours. Mais la majorité du temps, on a des signes qui sont modérés, on n'arrive pas vraiment à trancher. Et donc, certains facteurs vont nous aider justement à pouvoir décider. Et c'est essentiellement la présence ou l'absence de signes ou en tout cas de facteurs de risque supplémentaires qui va faire pencher la balance vers l'annulation ou au contraire la réalisation de l'anesthésie. Alors, juste un petit mot sur le Covid-19 où on sait qu'il y a un risque, comme toutes les infections des voies aériennes supérieures, et on sait qu'il y a un risque dans cette série, par exemple, quand les patients vont être intubés, donc quand il y a un surrisque par rapport à l'infection. Et on sait notamment que quand les patients sont symptomatiques, à ce moment-là, on a une augmentation des complications respiratoires par rapport à des patients qui ne sont pas symptomatiques. Et au même titre que
Ces patients vont être décalés de 2 semaines quand on a une infection des voies aériennes supérieures, et ben, peut-être qu'il faut réfléchir à décaler un peu plus les patients porteurs de Covid-19, comme en témoigne cette étude, où plus on retardait la réalisation de l'intervention, 1 à 2 semaines versus 3 à 4 semaines versus 5 à 6 semaines, et ben, vous voyez que les complications au moment de la salle de réveil, à 24 heures, voire à 7 jours, vont diminuer. Plus on va retarder l'intervention et plus on va diminuer ces complications. Donc, ces éléments sont à prendre en compte pour la gestion des patients spécifiquement atteints du Covid-19. Avec toujours le même élément de réflexion, les patients symptomatiques, eux, vont faire plus de complications que les patients asymptomatiques. Alors, comment prévenir ces complications? Eh ben, d'abord, l'expérience de l'anesthésiste réanimateur. On sait que, selon l'étude Apricot européenne, on a plus de complications quand on fait moins d'anesthésie pédiatrique, quand on a moins l'habitude de faire de l'anesthésie pédiatrique. La même chose a été retrouvée dans une étude française qu'on a réalisée chez les patients qui ont une infection des voies aériennes supérieures. L'expérience de l'anesthésiste va influencer le risque de, par exemple, désaturation artérielle en oxygène. Et quand on reprenait les données françaises d'Apricot pour les analyser, on retrouvait une augmentation du risque de complications périopératoires quand l'expérience de l'anesthésiste allait diminuer. Alors ça, c'était une étude qui vous montre également que l'expérience est importante, et notamment dans les équipes qui font de l'anesthésie adulte et de l'anesthésie pédiatrique, le fait de condenser et d'avoir donc une équipe dédiée à l'anesthésie pédiatrique allait diminuer, comme vous le voyez ici, la fréquence des arrêts cardiaques périopératoires. Et cette étude belge vient également montrer que la présence d'une infirmière anesthésiste au bloc opératoire allait permettre de diminuer chez les adultes, dans cette étude, la fréquence des complications à 1 mois. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une aide, on peut mettre en place certaines mesures préventives qui vont avoir un effet immédiat ou même retardé par rapport à l'anesthésie. Et c'est la même chose qu'on retrouvait dans les données françaises d'Apricot. On voyait que la présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste allait diminuer le risque respiratoire, même que son absence, donc, allait augmenter ce risque. Alors, quelles autres mesures préventives? Ben, on sait que le salbutamol administré en préopératoire avait une certaine efficacité chez les enfants de 0 à 6 ans. De 6 à 16 ans, vous voyez cette étude qui montre qu'il n'y a pas de bénéfice en termes respiratoires. Et dans l'institution, on a montré, sur une étude observationnelle, donc qui reste à confirmer quand même, que l'adjonction de corticoïdes à ces nébulisations de salbutamol permettait également de diminuer le risque respiratoire. Quelle autre solution on a? La dexmédetomidine en intranasal, comme vous le voyez, chez ces patients qui allaient subir des cathéters pour de la chirurgie cardiaque ou aller pour des gestes, pardon, sur des malformations cardiaques, eh ben, on diminue également le risque respiratoire par de la prémédication grâce à cet élément. Et puis, cette étude qui a randomisé des patients à risque respiratoire, donc qui présentaient plusieurs facteurs de risque, avec une induction intraveineuse versus une induction inhalatoire, et qui montre clairement que le fait de faire une induction intraveineuse à ces patients allait diminuer le risque respiratoire à l'induction de l'anesthésie. Alors, autre élément, c'est comment manager les voies aériennes. Vous voyez que mettre un dispositif supraglottique, donc un masque laryngé, allait diminuer la désaturation au réveil, diminuer pas le risque de bronchospasme, mais diminuer le risque de laryngospasme, et de tout également au réveil. Et c'est même une autre étude qui retrouvait également que cette prévention par le masque laryngé se retrouvait également chez les enfants plus jeunes, inférieurs à 6 mois. Et puis, comme toujours, il est toujours déconseillé on évite les stimulations nociceptives sur les situations où on a une anesthésie qui est légère. Enfin, et ça c'est spécifique aux amygdalectomies,
on sait que l'administration de salbutamol, de albutérol, avant, l'anesthésie, donc c'est juste 2 bouffées de Ventoline, en gros, avant, l'anesthésie, à 2 temps différents, allait diminuer les complications respiratoires au cours des amygdalectomies, même quand elles n'ont pas, d'infection des voies aériennes supérieures. Alors, il existe également d'autres éléments préventifs. La lidocaïne, intraveineuse ou en topique. Alors, les études sont assez contradictoires, mais comme on sait que la lidocaïne est un agent anti-hyperalgésique qui prévient la douleur post-opératoire, comme je vous le montre cette méta-analyse, eh bien, ça ne mange pas de pain. On peut l'administrer à ce but-là et ça peut également prévenir les complications respiratoires. Le propofol, au moment du retrait du dispositif de contrôle des voies aériennes peut également prévenir, mais rappelez-vous quand même que ça retarde un tout petit peu le réveil et en général, la dose est de 1 milligramme kilo. Enfin, je vous rappelle que la curarisation va prévenir le laryngospasme, tout à fait. Par contre, il va falloir faire attention à la décurarisation. Si vous décurarisez mal votre patient, vous l'exposez quand même à des complications respiratoires un peu plus au long cours. Alors, autre élément de prévention, c'est, l'entraînement et la connaissance de certains algorithmes. Par exemple, cet algorithme de prise en charge du laryngospasme qu'on a publié dans le BJA. Donc il est important de le connaître. Non seulement il est important de le connaître, mais également de pouvoir s'entraîner, notamment par la simulation et la présence de cet algorithme, on a montré que juste sa présence dans la salle et sa connaissance, eh ben, permettait de diminuer ou de mieux prendre en charge des patients, aussi bien en termes techniques qu'en termes de compétences non techniques. Donc l'entraînement, très très important. Donc si on voulait résumer ces mesures préventives, d'abord, il faut toujours avoir ou essayer au maximum d'avoir une aide qui va vous aider, surtout aux périodes, critiques de l'anesthésie, à savoir au moment de l'induction et au réveil. Considérez toujours votre expérience en fonction de l'état du patient. Il ne faut pas, si vous ne vous sentez pas à avoir la compétence et l'expérience nécessaires, il ne faut pas se lancer dans l'anesthésie. On prépare sur le plan respiratoire et notamment en situation où il y a une infection des voies aériennes supérieures, prémédication avec le salbutamol, voire les corticoïdes. On évite au maximum l'intubation. On fait une induction intraveineuse et puis je vous ai parlé également de la lidocaïne et de la curarisation, en sachant que on maintient ou on essaye de maintenir toujours sa compétence, notamment par la simulation. Alors j'essaie de vous montrer un peu sur les calculs ce que pouvait amener l'adjonction de ces mesures préventives. Si on considère qu'à chaque mesure préventive, on va diminuer le risque respiratoire et que cette mesure préventive n'était efficace que chez 50 des patients, et voyez à partir de ce calcul que si on applique 3 mesures préventives sur des patients à risque respiratoire, on fait chuter le risque de 30 à 9. Si on applique 4 mesures préventives, on le fait chuter à 6. Et si on applique, par exemple, 5 mesures préventives, on se retrouve à 4, ce qui est proche de ce qu'on observe dans la population générale en partant de patients qui ont un risque respiratoire et donc un fort risque de complications respiratoires. Donc, vous voyez que ces mesures préventives, même sur un calcul assez simple, permettent de diminuer progressivement et par leur sommation, donc en les étudiant, en les mettant en place toutes ces complications respiratoires. Donc, les complications respiratoires, ça reste quand même un sujet assez important en anesthésie pédiatrique. En gros, pour faire simple, la complication respiratoire chez l'enfant, c'est le pendant complication cardiaque chez l'adulte, et ça reste une cause quand même non négligeable de morbimortalité. Les mesures préventives, elles existent, mais elles doivent être juste utilisées, comme je vous l'ai dit. Et puis, pour les infections des voies aériennes supérieures, on considère d'annuler les patients en situation où on ne peut pas changer les choses. C'est notamment en situation d'âge inférieur à 3 ans, l'obésité, puisqu'on ne peut pas jouer sur ces éléments-là, des facteurs humains, encore une fois,
votre expérience et l'aide que peuvent vous apporter votre entourage et l'équipe et en situation où l'intubation trachéale est nécessaire. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Thank you, Professor Dahmani, for this excellent presentation. We will move on for the questions from the audience. This question for Dr. Peter Frickholm. One of our attendee asked a question when talking about pre-op fasting. It was mentioned no need to delay sedation based on fasting in emergency situations. If sedation is conducted as routine with no need for ET tube or rapid sequence. The question is Shall for I me? repeat this question? Sorry? Okay, one of our attendee asked a question about pre-op fasting. It was mentioned no need to delay sedation based on fasting in emergency situations. If sedation is conducted as routine with no need for ET tube or rapid sequence. It's for the sedation presentation. Dr. Frickholm, are you with us? You have a question for you. So maybe we can ask Professor Dahmani about their guidelines for preoperative fasting. It was mentioned that in emergency situation, some cases for clear liquids, we would not need to wait to proceed for sedation. What is your current practice for clear liquids guidelines before anesthesia? For anesthesia, the clear liquids can be took an average 1 hour before anesthesia. If there is 1 hour, basically you can proceed to anesthesia. In some centers, there is no need to wait, and even if children take clear liquid, they can proceed anesthesia. But the current recommendation now are if the children took the clear liquid 1 hour before the anesthesia, you can safely proceed to anesthesia. This is the current recommendations. Thank you. We have another question. Oui, bonjour. La question est au professeur Dahmani. D'abord, pour les enfants qui ont plus que 6 ans, vous avez dit que le salbutamol n'est pas très efficace. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous donnez le salbutamol ou non? Et puis, une deuxième question aussi. Vous avez dit que quand on donne les corticos en inhalatoire avec le salbutamol, ça améliore l'efficacité. Est-ce que les corticoïdes en intraveineux sont aussi efficaces aussi? Vous voulez la réponse en français, en anglais? Qu'est-ce qui est plus pratique? En français. En français. Alors, le salbutamol. Le salbutamol, les premières études ont montré qu'il y avait une efficacité pour diminuer les complications respiratoires chez tous les enfants. Et puis ensuite, il y a une seconde étude qui étudiait des enfants de 6 à 16 ans. Et effectivement, elle ne montrait pas d'efficacité. Donc, on reste sur le fait que probablement c'est efficace chez les enfants les plus jeunes. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, on les administre en gros chez tous les patients. Donc, dès que vous avez un patient enrhumé, c'est vrai qu'on a tendance à leur faire un aérosol de salbutamol.
Donc ça, c'est pour le salbutamol. Même si on sait que chez les plus âgés, c'est probablement moins efficace. Les corticoïdes, maintenant, effectivement, on avait montré, mais c'est une étude observationnelle, que ça diminuait les complications respiratoires. Ça, c'est par voie inhalée. Par voie intraveineuse, on n'a aucun argument pour dire administrer des corticoïdes va diminuer les complications respiratoires. Et de toute manière, la majorité des gens donnent de dexaméthasone à l'induction quasiment de l'anesthésie. Donc, on a quand même un tout petit peu de corticoïdes. Et ces corticoïdes pourraient aider. Mais on n'a pas d'argument pour dire si on administre des corticoïdes en intraveineux, on diminue les complications respiratoires. Donc, pour faire simple, si vous voulez prévenir les complications, vous faites de la nébulisation avec salbutamol et corticoïdes. Et à ce moment-là, vous avez un cocktail préventif qui vous permet de diminuer les complications respiratoires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais dans ce cas, est-ce que vous donnez des corticoïdes en intraveineux à l'induction ou pas? Oui, on donne les corticoïdes. Le corticoïde qu'on donne tous, c'est la dexaméthasone, parce que c'est un agent qui est analgésique et antiémétique. Ça, je vous conseille de le donner quasiment à tous les patients. Ça a un double effet, c'est un double effet antalgique, ça a un effet de potentialisation de l'anesthésie locorégionale si vous en faites, et il y a un effet également antiémétique. Donc, c'est quand même un effet qui est très intéressant. Donc là, vous pouvez l'administrer sans aucun problème. Et vous pouvez y rajouter, bien entendu, de la nébulisation avec les corticoïdes inhalés. Ça, il n'y a pas trop de problème. Merci. Any other question? Bonjour Sohail. Moi, je voudrais que vous nous précisiez. Depuis un certain temps, tous les anesthésiques pédiatrie en France, ils proclament le propofol IV. Mais le problème en pédiatrie avec nos chirurgiens, c'est de se heurter à la voie veineuse de l'enfant. Comment vous faites? Est-ce que vous installez la voie veineuse dans le service ou bien au bloc opératoire? Et si c'est au bloc, on va commencer à mettre la voie veineuse. Comment? Utilisant la CEVO, la MEOPA. J'aimerais bien que vous nous donniez votre expérience. En fait, historiquement, l'induction est toujours faite par voie inhalatoire. En pédiatrie, on sait que c'est la voie qui est préférée puisqu'elle va très très vite. Et finalement, ça nous permet de mettre la voie veineuse sans faire mal et avec des facilités. Maintenant, de plus en plus, on essaie de choisir entre la voie intraveineuse et la voie inhalatoire. En fait, c'est des indications. Je vous donne des exemples. L'exemple, c'est l'estomac plein. Ben, vous allez mettre une voie veineuse avant, faire une induction à séquence rapide, donc une crash induction. Donc, ça va dépendre un peu du contexte. Il ne faut pas être manichéen et dire toujours faire l'inhalatoire. Donc, ça va dépendre d'indications médicales. Vous avez par exemple un risque d'hyperthermie maligne, bah forcément, vous n'allez pas faire d'allogénie. Donc, vous n'allez pas faire d'induction inhalatoire ni d'anesthésie aux allogénées. Donc, ces différentes indications médicales, c'est elles qui doivent guider le fait ou non de faire une induction intraveineuse ou une induction inhalatoire. Donc, tant que c'est basé sur des indications médicales, bah, il y a des moments, bah, on est obligé de mettre des voies veineuses avant l'induction d'anesthésie. Alors, il y a des techniques pour permettre effectivement de diminuer la douleur au propofol. Ça, c'est une première chose. Et puis également de pouvoir poser la voie veineuse. Là, aujourd'hui, alors, c'est vrai que peut-être qu'on a des technologies, entre parenthèses, en France qui nous permettent de faire les choses. Il y a des casques de réalité virtuelle qui marchent très bien, qui permettent un peu de déconnecter l'enfant et de permettre de la pose de la voie veineuse. Il y a effectivement les patchs NEMLA qui permettent de moins faire mal. Il y a le protoxyde d'azote qu'on peut administrer en attendant la perfusion.
Donc, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de poser cette voie veineuse. Mais effectivement, il ne faut pas réfléchir de manière systématique. Il faut toujours réfléchir à l'indication derrière. C'est ça qui va faire que s'il y a besoin de faire une induction intraveineuse, on va la faire. Et s'il y a besoin de faire des inductions inhalatoires, on les fait. En France, en tout cas, c'est pas ce qu'on prône. On ne prend pas le systématique. Moi, je dis qu'il faut réfléchir à sa méthode d'induction comme une méthode thérapeutique qui va permettre ou non de faire telle et telle chose et de prévenir tel ou tel risque. Donc, le systématique, ça ne doit pas être. Mais effectivement, on réfléchit de plus en plus à se dire, par exemple, quand on a une infection des voies aériennes supérieures, il vaut peut-être mieux faire une induction intraveineuse parce que ça prévient les complications. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Hello, my question is to Dr. Peter. You have mentioned that there is a combination of ketamine and Dr. Peter. dexmedetomidine and clonidine and ketamine. Dr. Peter is no longer with us. Do you think that dexmedetomidine in combination with ketamine and clonidine in combination with ketamine can provide sufficient amnesia? Professor Dahmani, Yes. You have listened to my question? Yes, the question is for me for the combination of dex and ketamine or clonidine and ketamine. This Exactly. is the question. Exactly. Yeah, it's we're talking about sedation. That's Yes. yes. Most studies in the area of sedation outside the operating rooms, of course, have shown that there is an effect and a sufficient analgesia and anesthesia when you combine dexmedetomidine and ketamine. I don't think that clonidine is a good medication for sedation. Why? Because the pharmacokinetics of clonidine is very long. That means that even if there is a good level of sedation during the procedure, you will pay it after the recovery from anesthesia with a longer stay in the bed. So the optimal medication for sedation, I think, is dexmedetomidine and ketamine. In our experience, we can provide anesthesia and we can provide anesthesia during sedation by combining either dexmedetomidine and ketamine or dexmedetomidine and propofol, but at a lower dose than provided when we use solely propofol. So it's a good medication. Why is it good? Because dexmedetomidine and ketamine, you can keep spontaneous ventilation. This is very important during sedation. You don't have to control the airways. And this situation, the patient can breathe freely and without any help. So it's a good technique for providing anesthesia. And second, there is a good control of hemodynamics. Even if dexmedetomidine can decrease the heart frequency, usually if you do not administer dexmedetomidine as a bolus, that means that you give a continuous administration of dexmedetomidine, you can control the hemodynamics. In this situation, it's a very helpful technique for providing sedation. Thank you. Is the answer okay? Yes. Any more questions? No. Okay, thank you, Dr. Dahmani and Dr. Ficon for My your pleasure. presentation. Hope Good to see you conduct. soon. Okay, and soon we'll be starting the opening ceremony. Thank you.